Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes le 15 décembre 1792, autant dire en plein procès de Louis XVI. Ça fait maintenant quelques semaines que la République toute nouvelle, cette première République française, vient de s'installer. Et dans cette période extrêmement agitée où l'on voit monter l'importance des montagnards, c'est-à-dire de ceux qui sont les plus radicaux au sein de l'Assemblée, il y a une femme qui accepte de prendre la défense du roi, bien qu'elle se considère, je cite, comme franche et loyale républicaine. Elle dit de Louis XVI qu'il est certes fautif, mais elle déclare dans la foulée « Il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un roi pour le tuer, il vit longtemps après sa mort, mais il est mort véritablement quand il survit à sa chute ». Ah, ça c'est une énorme pierre dans le jardin des Jacobins qui sont très en colère. La presse montagnarde se déchaîne et d'ailleurs il y a une foule qui arrive avec des armes devant son domicile. La femme, vous avez bien compris, qui a déchaîné toutes ces colères, c'est Olympe de Gouges, qu'on connaît pour ses pièces de théâtre à l'époque, pour ses pamphlets, pour les placards qu'elle a partout affichés sur les murs de Paris depuis longtemps, pour ses essais et ses combats, pour son charme aussi, qui s'étend sur tout ce qu'il peut y avoir d'encore mondain dans ses débuts de la Révolution. Olympe n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'est fait énormément d'ennemis pendant tout son parcours et elle décide d'aller à la rencontre de la foule qui est là devant chez elle et qui est en train de l'insulter. Et bien sûr, il fallait s'y attendre, il y a un des meneurs qui s'empare d'elle, il l'attrape par la taille, il lui défait les cheveux, la coiffure, et il tient sa tête en déclarant, n'oubliez pas que les choses sont en train de basculer, il déclare « À 24 sous la tête de Madame de Gouges, une fois, deux fois, qui en veut ?» Et à ce moment-là, Olympe de Gouges, avec beaucoup de calme, répond « Je mets la pièce de 30 sous et je demande la préférence ». Ça fait rire tout le monde, bien sûr. Olympe, ce jour-là, a compris qu'elle n'est pas passée loin du drame et c'est par son humour et c'est par cette répartie d'auteurs de théâtre qu'elle s'en est sortie d'une certaine manière. Elle se dit qu'il serait peut-être temps de se retirer de l'action politique, mais la vérité c'est qu'elle est mordue par la chose publique. Elle est tellement convaincue que les combats qu'elle mène sont ceux qu'il faut mener. Ils sont la véritable révolution. C'est pas une révolutionnaire dans l'âme, Olympe de Gouges. Non, c'est une personne qui veut simplement éclairer ses contemporains. Ce sont Jean et Marie-Josée Tullard, que j'avais eu l'occasion de citer récemment à propos d'une autre de ces femmes extraordinaires de la Révolution, Théroigne de Méricourt. Sont eux qui ont fait un portrait tout en finesse dans leur ouvrage « Les égéries de la Révolution » et ils nous permettent aujourd'hui de replonger dans ce destin si particulier et dont l'héritage finira par être salué unanimement, mais alors plus tard, beaucoup plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Olympe de Gouges, c'est d'abord Marie Gouze qui a passé sa vie, Marie Gouze à Montauban. Elle arrive à Paris en 1768. Alors, qu'est-il arrivé à son mari ? Elle dit qu'il s'est noyé dans une crue du Tarn. Elle s'est mariée en fait à 17 ans contre son gré à Louis Aubry, qui était cuisinier traiteur. Elle a eu avec lui un fils, Pierre. La vérité, c'est qu'elle ne garde pas de bons souvenirs de ce mariage. D'ailleurs, elle aura contre le mariage des mots extrêmement durs. C'est elle qui dira que le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour, disait-elle. Elle s'éprend d'un autre homme qui s'appelle Jacques Biétry de Rosières, un entrepreneur de transport militaire, mais il n'est pas question évidemment qu'elle l'épouse. Ça n'en est pas moins une bonne, c'est une aubaine pour elle, puisque son mari, enfin son compagnon, donc dois-je dire, est fortunée, ce qui va lui permettre de faire sa place dans les milieux élégants de la capitale. Elle est parfaitement convaincue d'être la fille naturelle du marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Vous avez entendu parler de Lefranc de Pompignan, c'est cet auteur, ce dramaturge à succès. Elle veut marcher en quelque sorte dans les pas de ce géniteur et elle se fait appeler à partir de là Olympe de Gouges. Et petit à petit, elle se dit qu'elle a une belle plume, elle aussi, elle se met à écrire des pièces. C'est le genre, c'est le théâtre qui est son genre favori, mais elle écrit aussi
peu à peu des textes qui vont devenir des pamphlets. Elle veut imposer des idées qui paraissent à l'époque extraordinaires. Et la première grande cause qui lui tient à cœur, c'est la cause des esclaves dans les plantations, dans les lointaines colonies de la France. Elle veut défendre, elle est abolitionniste avant la lettre, si je puis dire, hein. Elle veut interdire la traite négrière. Elle est une des premières en France à s'intéresser de près à cette question, avec cette pièce qui s'appelle Zamor et Mirza ou l'heureux naufrage. La vérité, c'est que les comédiens du roi sont très peu enclins à jouer des pièces écrites par des femmes, surtout si ce sont des pièces dont le sujet risque d'être assez mal accueilli par le public. Les comédiens ont un véritable droit de vie ou de mort sur les œuvres théâtrales, et notamment les comédiens du français. Et devant cette espèce de levée de bouclier, Olympe de Gouges va écrire « Les comédiens démasqués ». Et elle s'attaque aussi aux comédiens. Je vous dis qu'elle n'a passé sa vie qu'à se faire des ennemis d'une certaine manière. On est à l'époque où la Société des Amis des Noirs vient d'être fondée, l'époque aussi où Lafayette, La Rochefoucauld, l'abbé Grégoire sont ouvertement, publiquement contre l'esclavage. Elle n'est pas toute seule, hein, quand même. Et évidemment, à la faveur du poids que prennent les idées révolutionnaires, eh bien, on va se mettre à regarder différemment, non seulement les prises de position d'Olympe de Gouges, mais ses textes, tout simplement. Et on va jouer sa pièce le 28 décembre 1789, quand même dans une ambiance électrique. Bon, elle a fini par l'emporter, Olympe. Elle a gagné le bras de fer qui l'opposait depuis quelque temps à certains comédiens, en tout cas. Il y a un nouveau décret qui stipule que les auteurs ont maintenant un droit de propriété sur leurs œuvres. Vous voyez que finalement, elle avait raison, comme souvent, avant les autres, Olympe de Gouges. La vérité, c'est qu'elle est déjà partie sur d'autres terrains et qu'elle a déjà d'autres combats à mener. Vous écoutez Radio Classique. Avant la Révolution, avant même la réunion des États généraux, le 6 novembre 1788, elle avait publié une brochure, Olympe, qui s'intitulait « Lettre au peuple ou projet d'une caisse patriotique par une citoyenne ». Presque tout était là déjà, toute la phraséologie révolutionnaire est inscrite dans ce titre. L'idée d'Olympe de Gouges, c'était d'aider à restaurer les finances royales, qui, vous le savez, étaient dans un état épouvantable en cette année 1788, et elle avait carrément imaginé la création d'un impôt volontaire, et toutes les sommes collectées, disait-elle, pourraient permettre à liquider la dette de l'État. Le projet a été plutôt bien accueilli. Et pendant la rigueur de l'hiver 88-89, il y avait beaucoup de misère dans tout le royaume à ce moment-là. Olympe a demandé que le produit d'un tel impôt puisse servir à ouvrir des maisons du peuple qui pourraient recueillir les ouvriers sans travail, les vieillards sans force, les enfants sans appui. Vous voyez exactement l'idée utilitariste d'Olympe de Gouges, dont le but est de toujours chercher en tout cas, des solutions aux problèmes qui se posent sans se laisser brider par des idées toutes faites. La fécondité des idées de cette femme suscite évidemment l'admiration dans le petit cercle qui l'entoure. On lui dit d'ailleurs qu'elle devrait créer un journal. Elle se dit pourquoi pas. Elle se lance, elle trouve un titre qui correspond assez bien à son caractère. Ça s'appelle « L'Impatient ». Seulement, il faut encore passer à l'époque par la censure royale. Et là, ça bloque. Quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la liberté de la presse, ce sont les articles 10 et 11, n'est-ce pas ? Elle est déjà passée à autre chose, Olympe. Elle aurait pu là en profiter pour sortir son impatient, mais non. Elle écrit des brochures et surtout, elle rédige le texte d'affiches, les fameux placards dont elle va user à profusion. C'est un peu les aïbatsu avant la lettre. Elle publie sur les murs de Paris, elle placarde des espèces de petits manifestes qui vont faire sa célébrité en vérité. À partir de mai 89, elle vient s'installer à Versailles pour suivre de près les séances de la toute nouvelle Assemblée nationale. En tout cas, l'Assemblée nationale, c'est à partir du mois suivant, à partir du mois de juin. Et elle décide de se mêler de plus en plus de politique, même si la parole des femmes n'est pas considérée à l'époque, bien sûr. On ne les écoute pas, les femmes, mais elles parlent fort. Et elles parlent sur tous les sujets, sur la propreté des rues, sur l'hygiène dans les maternités, les hospices,
hospices, le statut des enfants naturels, ça la concerne, le sort des enfants abandonnés, le célibat des prêtres, les vœux forcés des filles, enfin, tous les sujets l'intéressent et il y a parmi les grands représentants, parmi les députés importants de cette époque, il y a des gens qui s'intéressent quand même à ce qu'elle raconte. C'est le cas de Mirabeau notamment, qui lui aurait confié, peut-être avec un peu de flatterie parce que c'était le tempérament de Mirabeau, mais il lui a dit qu'elle aurait été celle qui, au fond, avait inspiré la grande constitution, la première constitution, celle de 1791. Je vous ai dit qu'elle n'était pas une véritable révolutionnaire, Olympe, mais vous voyez qu'en revanche, elle est très révolutionnaire dans son action au quotidien. Elle se définirait, elle, comme royaliste, modérée et patriote, dit-elle, voulant aider et faire comprendre aux gens ce qui se passe. Et elle va se rapprocher notamment des Condorcet, vous savez, du grand savant Condorcet, de son épouse, la passionnante Sophie de Grouchy. Et d'ailleurs, ce qui l'a rapproché de ce couple de ce couple des Lumières, si je puis dire, c'est le combat pour la cause des Noirs. Elle rencontre aussi Mary Wollstonecraft, qui vient de publier en Angleterre Vindication of the Right of Women, c'est-à-dire une sorte de déclaration des droits de la femme avant l'heure, qui va beaucoup inspirer à Olympe sa propre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 1791, là, enfin fin 90. Alors, déjà, elle avait beaucoup mis en avant la nécessité d'une plus grande égalité entre les sexes, etc. Elle en avait fait même une véritable valeur cardinale, Olympe de Gouges. Mais là, elle écrit tout ça. Alors, on a beaucoup dit que sa déclaration des droits de la femme était un décalque pur et simple de la déclaration des droits de l'homme en mettant le mot femme à la place du mot homme. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même, avant cette déclaration, une dédicace à la reine qui est un texte assez extraordinaire, donc un préambule, un postambule également, et tout ça fournit des arguments. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser à décalquer, à faire une déclaration des droits de la femme, hein. Olympe de Gouges a pris le soin de s'adresser à la reine, dont elle estime que c'est elle qui devrait porter ce combat. Soutenez, madame, soutenez une si belle cause. J'ai l'impression d'entendre Garance sur scène quand elle dit ces mots extraordinaires. Défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume et le tiers au moins de l'autre. Et à l'article 10, il y a cette célèbre formule, évidemment, qui fait mouche. Encore aujourd'hui, je peux en attester, de représentation en représentation. Elle dit: la femme a le droit de monter à l'échafaud, eh bien, elle doit aussi avoir celui de monter à la tribune. Et dans son postambule, elle se montre encore plus ambitieuse en revendiquant carrément l'égalité des partages entre hommes et femmes, la reconnaissance du mérite pour les jeunes filles pauvres. Elle plaide pour la reconnaissance des enfants naturels, je vous l'ai dit, et leur droit à bénéficier des mêmes avantages que les enfants légitimes. Bon, ben là, on voit que c'est elle qui parle, hein. C'est son cas personnel, évidemment. Alors, évidemment que le texte était sans doute un petit peu trop futuriste, un peu trop en avance sur son temps, et il a suscité beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries. Mais derrière ceux qui se moquaient d'Olympe de Gouges, il ne faudrait pas oublier ceux qui, au contraire, l'admiraient, en tout cas la respectaient, trouvaient qu'elle avait beaucoup de cran et sans doute des idées qui méritaient d'être un jour reprises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que voulait Olympe de Gouges, c'était une sorte de grande concorde nationale. D'ailleurs, elle est en tête du fameux cortège des femmes vêtues de blanc, hein, lors de la fête de la Fédération. Alors, pas la première fête de la Fédération, celle du 14 juillet 90, mais vous savez qu'on célébrait tous les ans l'anniversaire de la fête de la Fédération. Et là, on est le 14 juillet 92. Ça ne veut pas dire que pour autant, elle assiste à la prise des Tuileries. Elle ne veut pas de ces violences. Elle est totalement horrifiée par les fameux massacres de septembre contre les prisonniers royalistes. Elle est très active, elle est très militante, ça c'est incontestable. D'ailleurs, notamment, elle a fait voter la loi sur le divorce, vous imaginez, à l'époque c'est une révolution complètement considérable. Elle continue de se ruiner pour afficher ses opinions sur les murs de Paris, c'est vrai. Mais pour autant, elle ne veut pas voir basculer la révolution dans ce bain de sang. Au contraire, elle va s'y opposer, là, vraiment. Dans les fantômes de l'opinion publique, elle s'en prend carrément à Marat, qu'elle accuse d'être le responsable des massacres de septembre, et le 5 novembre 92,
elle publie un pamphlet qui prend pour cible carrément Robespierre. Tu voudrais te frayer un chemin sur des monceaux de mort et monter par les échelons du meurtre et de l'assassinat au rang suprême, grossier et vil conspirateur, dit-elle. Vous avez bien compris que c'est à Robespierre qu'elle s'adresse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il faut la voir là encore un peu molestée. On est en décembre 92, donc devant sa maison, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, quand elle arrive à s'en sortir par un mot d'esprit. Mais bon, ses jours sont maintenant en danger. Elle assiste au procès du roi bien impuissante. Et puis, en juin de l'année suivante, c'est la chute des Girondins. On disait les Brissotins à l'époque, dont elle est proche. De quoi lui inspirer un énième pamphlet à l'encontre des Jacobins, dont on peut penser qu'il était prémonitoire, ce pamphlet. Vous cherchez le premier coupable, c'est moi. Frappez, j'ai tout prévu. Je sais que ma mort est inévitable, dit-elle. Oui, elle a tout compris en vérité. Le coup de grâce va venir quelques semaines plus tard, quand elle s'apprête à diffuser très largement une affiche dont le titre est éloquent. Les 3 urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien. C'est un texte assez étonnant qui propose que les citoyens puissent choisir eux-mêmes entre 3 urnes représentant chacune un gouvernement fédéral, républicain ou monarchique. Il y a une loi du 29 mars 93 qui vise à punir de mort tous ceux qui, par leurs écrits, proposeraient un gouvernement autre que républicain. Or, je regrette incontestablement le texte que vient de faire paraître Olympe est totalement opposé à l'idée d'une république qui serait considérée comme la seule solution possible. On a trouvé le prétexte pour faire tomber cette tête dont elle-même savait qu'elle était menacée. Elle est donc arrêtée le 20 juillet 93, alors qu'elle était en train de longer le palais de justice. Elle est mise au secret dans une cellule qu'on a choisie exprès insalubre. Elle va souffrir à ce moment-là d'une chaleur effroyable. On est en plein milieu de l'été, vous l'avez compris. Elle est arrêtée le 20 juillet, c'est toute la fin du mois de juillet 93. Elle est transférée, c'est le moment où la France est en train de basculer dans ce qu'on appelle la terreur, là, vraiment. Elle est transférée à la prison de l'Abbaye. Elle en appelle à Danton pour être jugée rapidement. Son interrogatoire commence dès le 6 août par Fouquier-Tinville, bien sûr, le fameux accusateur public, très proche de Robespierre et qui n'a bien sûr que faire d'un plaidoyer d'Olympe de Gouges. La Convention est en train de mettre à l'ordre du jour la terreur, je vous l'ai dit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissait la liberté d'expression, d'opinion, tout ça est oublié. C'est la deuxième révolution qui est en train de faire oublier la première. Et Olympe redouble d'efforts pour essayer de mobiliser l'opinion à travers de nouvelles affiches dans lesquelles elle ne ménage pas ses accusateurs. Le 2 novembre, elle est conduite devant le tribunal révolutionnaire. C'est dur là, il y a les tricoteuses qui sont là, vous savez. Et malgré tous les arguments qu'elle accumule, avec beaucoup de brio d'ailleurs, alors même qu'une partie du public semble gagner à sa cause, le jury, à l'unanimité, la condamne à la peine de mort. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut bien noter que Olympe de Gouges, de toute la Révolution française, sera la seule femme condamnée à mort pour ses écrits. Il y en a bien d'autres qui ont été condamnées, vous le savez, infiniment d'autres. Mais elle est condamnée pour ses écrits. Le 3 novembre, elle est donc montée dans la charrette, les mains liées dans le dos, dans sa robe de toile blanche. Elle va mettre 3 heures pour faire le chemin entre la Conciergerie et la place de la Révolution. Ça nous rappelle un autre cas exactement à la même époque, enfin juste après. 3 novembre, c'est donc à peine 3 semaines après l'exécution de Marie-Antoinette qui avait eu lieu le 16 octobre. Il fait un froid glacial, on est en novembre. Et devant ce public qui est là pour assister à la fin d'Olympe de Gouges, elle est digne, elle se tient parfaitement droite. Et en montant les marches de l'échafaud, elle dit « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» Eh bien, ce qui a vengé sa mort, d'une certaine manière, c'est le caractère absolument immortel d'un grand nombre des écrits d'Olympe de Gouges pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Bien sûr, c'est ce qu'on retient d'abord et avant tout, mais sur bien d'autres sujets, sur la lutte contre la misère, sur l'organisation des services sociaux. Bref, elle avait vu bien des choses avant bien des gens et elle l'a payé de sa vie. Vous écoutez Radio Classique.